Quand la voisine, tante Zoé, a demandé si Marie pouvait dormir seule ce soir, j'ai dû être honnête et dire qu'elle ne pouvait pas. C'était effrayant de regarder le lit vide de sa grand-mère, et impossible de ne pas le faire. Le silence résonna au point de résonner dans mes oreilles. Qui a inventé ce présage? Arrêter l'horloge de la maison lorsqu'une personne y meurt. Ma grand-mère adorait sa vieille horloge, son bruissement, son bruit. Quand grand-mère a amené la petite Marie ici, l'horloge était là depuis longtemps. Marie a pleuré. La première nuit, grand-mère s'est assise sur son lit et l'a tranquillement réconfortée. Tu vois, toi et moi ferons une belle vie ensemble, comme des copines. J'ai choisi le coin le plus confortable pour votre lit. L'horloge ne vous dérange pas? Vous entendez, ça vous apaise. Marie poussa doucement le pendule et pleura silencieusement. Ça ne pouvait pas être que grand-mère était partie. Quand on lui avait dit, à l'âge de 6 ans, que maman et papa étaient morts, elle n'y croyait plus depuis très longtemps. Quelque part, ils doivent être quelque part maintenant, et, par conséquent, un jour, ils viendront. C'est pourquoi elle a catégoriquement refusé de quitter leur maison. Elle ne se souvient même pas pourquoi elle a accepté. Je suppose que sa grand-mère a réussi à la persuader d'une manière miraculeuse. Grand-mère avait une façon de faire ça. Au début, Marie avait encore terriblement peur d'être emmenée par certains des étrangers qui sont apparus dans la maison après la disparition de maman et papa. Il n'y avait pas une seule personne maléfique parmi eux, ils étaient tous de parfaits étrangers. Elle avait même peur de pleurer devant eux, et encore moins de répondre à leurs questions. Quand ils lui demandaient quelque chose, elle ne se contentait pas de garder le silence, mais se détournait au cas où. De cette façon, il s'éloignerait d'elle plus rapidement, arrêterait de la remarquer. Un jour, une tante l'a harcelée. Elle a dit que demain elle devait aller à la maternelle. Marie se détourna et regarda la porte d'entrée, faisant semblant de ne rien entendre. Au lieu de cela, Marie a répondu à des bêtises incompréhensibles de leur voisine Evelyne avec sa tête bouclée violette. Je vais vous dire honnêtement que je ne suis pas surpris. C'est une fille très gâtée. Son éducation n'a été sérieusement gérée par personne. Et juste à ce moment-là, la porte d'entrée que Marie regardait s'ouvrit, et une femme courte et mince en jambes bleues et baskets blanches à fleurs bleues entra tranquillement, qui entendit tout, car elle répondit immédiatement quelque chose d'incompréhensible aussi, même si personne n'avait le temps de lui demander. Allez, êtes-vous un ami de la famille si proche pour juger de cela et exprimer encore plus avec confiance votre opinion à haute voix? Et qui es-tu? Violet Evelyne s'est offusquée. Je suis la grand-mère de Marie, la mère de son papa. Je ne t'ai pas vu par ici. Grand-mère. Marie a crié et s'est précipitée vers l'étranger avant de pouvoir penser à quoi que ce soit, juste pour échapper à Evelyne. Eh bien, bonjour, chérie. Elle entendit une voix au-dessus d'elle, et des mains chaudes caressant ses cheveux. Bien. C'est la mère de son papa. Elle avait les mêmes mains gentilles et légères. Papa avait dit si souvent que Marie avait la grand-mère la plus gentille et la plus belle que Marie avait hâte de la voir. On lui avait promis depuis longtemps d'être emmenée loin dans une autre ville pour rendre visite à sa grand-mère. Et maintenant, grand-mère était venue elle-même et s'est avérée être exactement cela. Papa n'avait jamais menti. Après avoir fait la connaissance de sa grand-mère, Marie a immédiatement cessé d'avoir peur de toutes les terribles peurs. Il s'est avéré qu'elle et sa grand-mère n'avaient personne d'autre que l'autre. Marie était ravie quand elle a appris que ce ne serait que deux. C'est tellement agréable qu'il n'y ait que toi et moi, grand-mère, pas d'étranger. Grand-père t'aurait beaucoup aimé aussi, tu peux en être sûr, sourit grand-mère. Elle n'était pas très contente que ce soit juste deux avec Marie. Il y avait beaucoup de photos de grand-père dans la maison, mais toutes dans des albums et une seule au mur. Sur celui-ci, un jeune oncle aux cheveux noirs, gai et fort, était assis dans un bateau, et sur ses genoux tenait un petit garçon, un peu plus âgé que Marie. Le garçon était très sérieux, fronçant les sourcils et agrippant fermement les rames. Marie a immédiatement reconnu que ce garçon était son papa. Ils avaient aussi des photos de lui enfant à la maison. Grand-mère a dit qu'ici il pêchait. Cela avait été un été très louche, et ils avaient passé d'excellentes vacances. Et au début de l'automne, 2 jours après son retour de vacances, grand-père a été tué dans l'exercice de ses fonctions. La petite Marie avait peur de demander ce qu'était cette exécution. Et sa grand-mère n'a pas expliqué. Une autre histoire familiale, triste, mais à certains égards aussi belle, grand-mère a révélé à la grand-mère qui grandissait plus tard. Son père a grandi et est allé à Dallas pour étudier. À la joie et au soulagement de sa mère,
il n'avait absolument aucune envie de suivre les traces de son père, aucune attirance pour un service dangereux, et s'est simplement inscrit comme ingénieur de projet. Réfléchi et concentré, Henri était très approprié pour cette spécialité. Tout le monde autour de lui le pensait aussi. Personne ne s'attendait à des aventures de la part du gars. Mais il l'a fait. Il est tombé amoureux d'une fille d'une famille aisée. Et il n'est pas juste tombé amoureux pendant un moment, il est vraiment tombé amoureux. Tout en lui était comme ça. Sa mère et son beau-père étaient sûrs que tôt ou tard elle épouserait le fils d'un ami de la famille, avec qui son beau-père avait un partenariat commercial. Le garçon était en effet très superficiel, éduqué à Londres, était revenu et apportait une contribution significative aux affaires de son père. Il était à la fin de la trentaine, financièrement aisé. Pourquoi ne pas se marier? Maman et beau-père d'abord tranquillement, puis de plus en plus franchement et fermement ont commencé à pousser l'étudiante Emma à un mariage prospère et rentable. Au début, elle plaisanta, peut-être trop soigneusement et pendant longtemps, pour que la famille ait le temps de se rendre compte que son refus pas le caprice d'une princesse gâtée. Mais le moment était venu de parler sérieusement. Emma inspira un peu. Le truc, c'est que j'ai un autre fiancé. Qui est-ce? Tom Nomno a demandé à maman, espérant secrètement que la belle-fille est allée la voir et s'est trouvé le meilleur des possibles. Et maman était déçue, extrêmement déçue. Le marié s'est avéré être un jeune ingénieur, diplômé hier de l'Institut, a trouvé un emploi dans une simple entreprise de construction. Tout irait bien, mais la mère du marié est la veuve d'un policier provincial. Et donc pour ce garçon presque rustique et minable, sa mère a élevé Emma la sienne. Emma a la peau claire, au profil noir et aux yeux verts tendres en amande. Amour. Mais je l'avais aussi. J'aimais ton père quand je l'ai épousé, qui s'est impliqué dans un projet obscur et nous a laissés sans le sou, toi et moi. Sans Jimmy, tu aurais grandi dans les bidonvilles. C'est comme ça que maman a accueilli les nouvelles de sa fille. Jimmy lui-même, mari et bienfaiteur de maman, a été bref, tu épouseras notre ami, nous sommes d'accord depuis longtemps. Maman avait peur de ces déclarations lourdes, mais Emma en quelque sorte pas. Elle a épousé son Henri, et ses parents ont tenu leur promesse, ils l'ont exclu de la famille. Surtout depuis qu'ils ont eu une autre fille qui grandissait, la petite Elga. Leur fille partagée avec son beau-père était sûrement plus chanceuse et prometteuse que celle-ci, qui avait hérité de son père. Grand-mère Marie a dit, je te transmets comme ta mère me l'a dit. Je n'ajoute rien de moi-même. Si tu veux, tu peux toujours regarder du côté de ta mère dans la famille. Une fois, j'ai pensé que c'était mal qu'il n'ait pas été informé de votre naissance. Mais quand tes parents sont morts, mes entremetteurs ont été avertis, juste au cas où. Et vous décidez pour vous-même. Il n'y avait rien à décider. Personne n'était venu pour Marie sauf grand-mère Anne. Alors elle n'avait plus de parents. Maintenant, l'application grand-mère a disparu. Donc personne du tout. Tout seul dans le vaste monde entier. Anthony était très favorable. Tu dois passer à autre chose, pas pleurer sans fin, alors il a consolé la fille et l'a convaincue d'aller à Chicago. Qui a-t-il à attraper? C'est un mécanicien automobile, un débutant, mais un bon, avec d'excellentes références. Si Marie louait leur appartement avec sa grand-mère et qu'il ajoutait ses économies, puis qu'il trouvait rapidement un emploi, il pourrait facilement louer un petit appartement dans un quartier résidentiel et avoir encore de quoi vivre. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de mes idées, mais vous aviez tellement peur de quitter votre grand-mère, comme si vous étiez collé à elle. Et maintenant il n'y a plus rien qui te retient ici. Il n'y avait plus rien qui retenait Marie maintenant. Elle n'oserait pas aller seule dans une ville étrange et inconnue. Mais Chicago était la ville natale de sa mère. De plus, elle aurait Anthony dans les parages pour lui tenir compagnie. Tante Zoé secoua la tête. Oh, je ne sais pas, bien sûr, je vais aider à louer l'appartement. Je superviserai les locataires. Mais c'est si peu, à peine assez pour une chambre à Saint-Pétersbourg. Les prix de la vie sont différents là-bas, tout. Tu viens de sortir de l'université, tu n'as aucune expérience. Il vous faudra un certain temps pour trouver un emploi. Et vivre de quoi? Au moins ici, tu es chez toi. Et j'aurai toujours un bol de soupe pour toi si tu en as besoin. C'est juste nous deux. Anthony a pensé à tout, a fait des économies, et il trouvera tout de suite un travail avec ses qualifications. Nous ne vivrons certainement pas plus mal qu'ici. Il comprend qu'au début, tout dépend de lui. Tante Zoé agita sa main d'avant en arrière. Elle se leva de sa chaise,
fit le tour de la pièce en silence et dit « T'es à faire, l'appartement de grand-mère est à toi seul. Et en ce sens, il n'y a rien à craindre. Mais je n'aime pas ces mariages à la mode sans peinture. C'est démodé. C'est pour les gars et bon et pratique. Tout c'est « on vivra et on verra », quelque chose ne nous convient pas, on s'enfuira et on ne partagera rien. Vous pouvez vivre avec un nouveau chaque année. Et pour nous les filles, à quoi ça sert? Pas une épouse, pas une mariée. C'est juste un essai, temporaire. Et quel espoir y a-t-il pour un tel mari? Eh bien, si seulement il s'était installé dans la ville, avait créé, comme il l'appelle, une base, puis vous avez entraîné avec lui. Mais non, il a décidé de s'en tenir à l'appartement de sa grand-mère, pour lui faciliter la vie. Et peut-être que ce serait bien pour toi ici, tu as ta propre place, de toute façon, et nous sommes tous à nous. Et grand-mère Anne dirait probablement la même chose. Tu le sais aussi bien que moi. À la mention maladroite de grand-mère, on aurait pu s'offusquer, mais Marie ne s'offusqua pas, grand-mère aurait compris, répondit-elle avec conviction. Bien sûr, grand-mère Anne comprendrait. Elle comprenait beaucoup plus sur les relations que le reste des tantes adultes. Marie le savait d'une manière ou d'une autre à coup sûr. L'autre chose était que si grand-mère avait été vivante, Marie n'aurait pas osé s'éloigner si loin d'elle. Et maintenant ça n'avait plus d'importance. C'était comme si les étoiles avaient commencé à aider Marie et Anthony. Étonnamment, ils ont rapidement trouvé des locataires décents pendant longtemps un jeune couple avec un bébé. Marie a préparé à l'avance, démonté et soigneusement empilé les affaires froissées de grand-mère, les a données à tante Zoya pour le stockage. Elle n'a pris que sa montre avec elle. C'est tellement encombrant, pourquoi devez-vous la porter avec vous? Anthony se demandait. Je vais l'accrocher dans notre appartement loué pour que je puisse avoir quelque chose à moi. Eh bien, si c'est comme ça que tu le veux, laisse faire, accepta généreusement Anthony. À Chicago aussi, tout s'est déroulé comme prévu. Nous avons rapidement trouvé à la fois un appartement au juste prix et un travail pour Anthony. Certes, l'appartement était très exigu et nulle part plus loin du métro, et le travail était de l'autre côté de la ville. Mais ce n'est pas grave si vous ne choisissez pas les petites choses. Marie a mis des objets sur les étagères du placard et a accroché l'horloge de la grand-mère au mur. Se promenait dans le magasin à la maison, préparait de la soupe et s'asseyait devant son ordinateur portable. Elle devait aussi chercher un travail. Bien sûr, elle n'a aucune expérience, mais à l'université, elle a pris les premières places en coiffure, concours créatif. Et elle a des diplômes, et elle accepte le salaire le plus modeste, si seulement il y avait une opportunité d'acquérir de l'expérience. En rentrant du travail, Anthony plusieurs jours de suite a forcé la même image, un appartement propre. Dîner sur la cuisinière. Une Marie concentrée en voyant son CV dans les salons. Anthony était fermement opposé au travail de Marie, il a dit que s'ils économisaient de l'argent, ils en avaient assez et qu'en cas d'urgence, elle pouvait simplement augmenter le loyer de ses locataires. L'été est arrivé et la conviction d'Anthony qu'il n'y avait aucune raison pour quel travail s'est avérée utile. Même si c'était un été frais et venteux avec des pluies fréquentes, c'était quand même un bel été. La ville ne semblait plus sans principe et grise à Marie quand il y avait une ombre épaisse, une verdure propre dans les parcs. Un jour, Marie est allée au musée et n'a pas remarqué comment elle y avait passé 3 heures. Elle l'a dit à Anthony à la maison pendant le dîner et a suggéré « Repartons ensemble ce week-end. Je n'ai pas eu le temps de tout voir et de tout mémoriser là-bas, puis nous irons ailleurs. Pourquoi sommes-nous venus ici si nous ne pouvons rien voir? Nous sommes ici pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas venus ici pour dépenser. » Anthony a expliqué avec condescendance. « Je peux tout voir plus tard si je veux. » Anthony travaillait dur et économisait de l'argent pour des projets importants, dont il a promis de me parler plus tard. Une voisine à l'étage, Hélène, avec qui Marie était devenue amie, pensait que Marie avait de la chance d'avoir Anthony. Vous savez à quel point les gars sont infantiles de nos jours. Vous avez un gars qui travaille dur. Prends mon Jacques, par exemple. Nous avons déjà Bruno depuis 2 ans, pour mon mari l'essentiel ce sont ses amis, sa compagnie, les amis sont le centre du monde. Ils ont toujours besoin de se lancer, d'aider au premier appel. Et peu importe que sa femme ait d'autres projets. Elle ne s'ennuie pas non plus avec le bébé. Un fils est toujours amusant. Ils sont tous égoïstes. La plupart le sont. Donc, vous êtes toujours une bonne option. Bien que tu sois jolie, tu ferais mieux de trouver quelqu'un pour te promener.
Mais je ne pense pas. Donc, oui, votre option est très bonne. Marie s'est sentie mal à l'aise après les paroles d'Hélène sur les options, même si elle ne se sentait pas à l'aise de dire qu'il lui manquait quelque chose. Elle avait une idée complètement différente de leur vie à Chicago. Il lui semblait qu'ils étaient ensemble depuis 100 ans et Anthony avait cessé de l'aimer vraiment comme avant. Il rentre du travail fatigué, souvent irrité pour rien, s'effondre sur le canapé en attendant de la nourriture et regarde Marie comme quelque chose qui a toujours été, et sera. Comme les radiateurs de chauffage central, par exemple. C'est vrai qu'il change la nuit, surtout avant le week-end. Se souvient qu'il y a des mots affectueux. Promet qu'il pensera certainement à quelque chose d'intéressant pour les vacances. C'est probablement juste de la fatigue et de l'inquiétude. Pourra-t-il réaliser quelque chose dans une ville étrangère, dans une mégalopole? Bien sûr, il est difficile de s'habituer ici. Pourtant, c'est beaucoup de travail pour deux. Tout devient de plus en plus cher sitôt, et le propriétaire fait allusion à une augmentation de salaire. Nous devrons trouver un emploi après tout. Au début, Anthony grommellera, mais ensuite il se rendra compte que c'est mieux comme ça, et il n'aura pas le temps de s'ennuyer et de penser à toutes sortes de bêtises. Et ce sera intéressant, car un coiffeur est un homme d'art, peu importe à quel point son amant en rigole. Marie a réfléchi, consulté et a décidé d'essayer une tactique de recherche d'emploi différente. Rien ne donne rien pour envoyer des CV répertoriant les concours pour enfants primés de l'université quand il n'y a aucune expérience du tout, probablement en même temps des milliers de mêmes filles envoient des milliers de CV. Hélène lui a conseillé de passer par les salons elle-même, en personne. Et Marie, attendant à peine qu'Anthony parte au travail, est allée chercher le bonheur. Il y avait beaucoup de salons et d'établissements sous la modeste enseigne, coiffeurs, même à distance de marche. 4 salons n'ont pas montré le moindre intérêt pour elle, mais dans un minuscule, modeste, demi-sous-sol, sous le nom glamour de « Orchidée », brune ennuyée après une courte enquête, Marie a ressuscité. Elle s'est plainte à son invité que son compagnon de car manquait constamment de travail, ce qui perturbait les opérations du salon, et a promis de parler d'elle au propriétaire de l'établissement. Je peux dire par vous que vous êtes différent. Si je pose une question au propriétaire, à moi ou à Elga, il lui posera la question, car il sait très bien qui vaut quoi ici. Il ne paie pas beaucoup, donc il n'a pas le culot de s'attendre à un super maître. Notre contingent est également local. Les mêmes grands-mères y tendent depuis des années. Les demandes ne sont pas très fantaisistes. Je parie que vous vous êtes entraîné sur les mêmes voisins de la maison. Ouais, eh bien, rien d'inattendu. Laissez un numéro de téléphone, je vous appellerai quand je viendrai, présentez-moi à notre Denis. Mon nom. Je promets de le préparer. Marie aimait Kristen, et le réconfort la rassurait. Mais pour une raison quelconque, l'air dans la pièce du demi-sous-sol semblait en quelque sorte moisi, maladivement sucré, étourdi et nauséeux, sous sa gorge. Elle a dit au revoir poliment et s'est précipitée dehors, où elle est à peine arrivée au coin le plus éloigné de la maison avant de vomir dans l'herbe. C'est devenu un petit Pandrouchet, mais soudain il y eut une faiblesse incompréhensible, comme si toute la force s'était soudainement envolée quelque part en un instant. Marie a même eu un peu peur et a décidé de ne pas rentrer chez elle, mais d'abord chez Hélène pour lui annoncer la nouvelle. Elle était heureuse pour elle, mais s'émerveillait de sa pâleur. Hélène secoua la tête pensivement. « Je ne veux pas t'effrayer. Il est préférable de tester tout de suite et d'écarter l'hypothèse. J'ai un test qui traîne quelque part dans mon armoire à pharmacie. » « Quel genre de test ? » ? « Je ne comprends pas, Marie. Es-tu sûre à 100% que tu ne peux pas être enceinte ? Alors je suis jaloux. Hélène a agité ses mains. Tu penses qu'on vient du milieu de nulle part ? Marie sourit. Bien sûr qu'on utilise la protection. Je crois chaque mot que tu dis, hocha la tête Hélène. Quand les gens me disent à quel point Bruno est beau, je dis, qu'est-ce que tu veux ? C'est vérifié électroniquement. Nous avions prévu pour plus tard, dans 5 ans. Mais il l'a fait à sa façon. Ici, j'ai trouvé un test, et ne pense pas à toutes les choses horribles à l'avance, peut-être qu'il n'y a rien. Ou peut-être qu'il y en a, mais tout ira bien. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à demander à Hélène comment annoncer la meilleure nouvelle ? Faire allusion est un peu idiot. Ça doit être direct. Seulement au bon moment, pas sur le pas de la porte, mais quand Anthony avait dîné et se reposait un peu. Marie attendit jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand les lumières se sont éteintes, elle a chuchoté dans un demi-murmure. « Anthony,
je suis enceinte. Tu es sûr? Les odeurs dans le salon de coiffure m'ont rendu malade. Hélène m'a fait un test et il a montré 2 rayures. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Anthony s'est allongé paisiblement. Tu sais que je ne reconnais pas ces blagues stupides. Je suis sérieux. Hélène m'a dit que leur Bruno s'était présenté de la même manière, malgré les mesures. Ce n'est pas si rare. Aucune méthode ne peut être totalement fiable à 100%. Marie ne savait pas quoi dire ensuite. Elle se tut, et il y eut un silence. Seule l'horloge de sa grand-mère tournait sur le mur. Pourquoi Anthony était-il silencieux aussi? Rassemble-t-il ses pensées? Maintenant, il la serrait dans ses bras, lui disait, « N'aie pas peur, nous élèverons l'enfant. J'ai trouvé le problème. Je vais le résoudre. » Il devait s'écouler une demi-heure avant que Marie ne décide de parler à nouveau. « Anthony, j'ai peur quand tu ne dis rien. Je ne veux pas dire que c'est de ta faute. Alors pourquoi ne pas aller chez le médecin demain et savoir combien ça coûte de le sortir rapidement? Et je te donnerai tout ce dont tu as besoin de mes économies. » Elle a entendu une voix complètement étrangère. Marie tendit une main frissonnante et gelée au-dessus de sa tête, chercha l'interrupteur de l'applique murale et alluma la lumière, comme si elle voulait s'assurer que c'était bien son Anthony. C'était lui. Et il s'abrita de la lumière avec sa main. « Eh bien, qu'as-tu décidé de me faire d'autre? Eh bien, tu n'es pas hystérique. Tu vas me dire que tu veux un bébé? Mais c'est absurde. Pourquoi en avons-nous besoin, surtout maintenant? » Marie essaya d'attirer son attention, mais il la repoussa avec la paume de sa main et courba la bouche tristement. Sa capacité à parler lui est soudainement revenue. « Je ne voulais personne. Parce que je n'y ai pas pensé. Je peux pas avorter. S'il y a déjà un enfant, j'adorerais. Ma grand-mère m'a dit que mon père était heureux quand il a appris que je venais. Même si lui et ma mère n'avaient rien à l'époque, il l'aimait beaucoup. Alors il a tout de suite aimé leur bébé. Je veux dire moi. Bien sûr, ton père est le noble chevalier et je suis le scélérat. Avez-vous déjà pensé qu'il espérait faire la paix avec la famille de sa riche épouse en ayant un enfant? Non. C'est la vie, bébé. Marie glissa silencieusement ses pieds dans ses tongs, entra dans la cuisine et pleura, posant sa tête sur la table. Que son père comptait dessus ou non, il ne pouvait toujours pas dire, range ça rapidement. Elle sait qu'il ne pourrait pas. Elle avait l'habitude de porter une petite photo de lui derrière la couverture de son passeport. Là, Henri et Emma sont accroupis, tenant les poignets des 2 côtés d'une petite fille en combinaison cramoisie. Arrête de gémir, elle entendit une voix de bonne humeur au-dessus d'elle. Va dormir, demain, si tu as peur toi-même, je t'emmène chez le médecin. Eh bien, je suis désolé pour ça. Bientôt, vous ne vous en souviendrez même plus. Je ne vais pas me débarrasser du bébé. Bien sûr que tu es pour créer de la pauvreté. J'aurais pu deviner ça quand tu ramassais des chats errants avec des chatons. Seulement je ne suis pas un vagabond. Marie l'interrompit doucement. Écoute, laisse-toi dormir, calme-toi, et le matin on parlera intelligemment. Je suis au travail fatigué comme un chien, et ici à la maison série brésilienne. Si tu veux parler sans drame, appelle-moi. Marie regarda en silence Anthony ratisser les étagères sans regarder et jeter ses sous-vêtements et ses vêtements dans un sac de sport. Ne vous inquiétez pas, il jouera au loup libre, se calmera et reviendra. Il demandera pardon. L'essentiel est de prétendre que vous êtes mortellement offensé et convaincu que vous vous en tirerez très bien sans lui, exhorta Hélène et admonesta Maga. Je n'ai pas besoin de faire semblant, je m'entendrai très bien sans lui, sinon bien alors terrible, je devrais encore m'entendre d'une manière ou d'une autre. Assura tristement Marie. Eh bien, de quoi vous plaignez-vous? Hélène a continué à la réconforter, pas très confiante. Marie l'interrompit, je suis désolé, tu es la meilleure. Mais tu n'as besoin de rien de tout ça. Il n'a pas besoin de moi. Je l'ai vu hier soir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Non, quand j'étais à portée de main, il avait besoin de moi. Tante Zoé avait raison. Si je n'avais pas l'argent du loyer de ma grand-mère, il ne m'aurait pas amené ici. Il serait parti seul, aurait promis de revenir pour moi et aurait disparu. Il est un tel et parti maintenant. Marie n'a pas pu le supporter et a fondu en larmes à nouveau. Pleurer et en colère contre elle-même pour avoir pleuré, pour ne pas pouvoir s'attarder. C'était comme si Hélène avait lu dans ses pensées.
C'est vrai. Ne sois pas timide avec moi, pleure autant que tu en as besoin pour qu'on se calme plus vite. Je sais de quoi je parle. Nous, les imbéciles, croyons que nous sommes aimés, qu'ils prendront soin de nous. Parfois, nous avons la chance de ne pas nous tromper, et souvent non. Anthony n'est pas revenu. Calmant, si vous pouviez appeler son état calme et confus, Marie a réfléchi et s'est rendu compte qu'il ne restait plus rien dans l'appartement pour qu'il revienne. Toutes les petites choses qu'ils avaient réussi à acheter dans la maison n'avaient d'importance que pour Marie elle-même. Anthony avait pris ses vêtements. Avait-il si peur d'un enfant qu'il était prêt à sacrifier son confort pour vivre avec un seul ami? Marie a enduré une semaine et a finalement composé son numéro. Le téléphone de l'abonné est éteint ou hors de portée. Peut-être devrions-nous aller le voir au travail après tout, raisonna Hélène à haute voix, à qui la confusion était passée. Tu veux que je demande à Jacques? Il ne dira pas non. C'est un tel bavard, ce n'est pas difficile pour lui de parler d'homme à homme. Découvrez au moins comment votre Anthony est en phase. Magu leva les yeux vers elle. Elle avait perdu du poids, son visage était vidé et ses yeux vert brun anxieux semblaient énormes sur lui. Peut-être qu'il n'est pas encore sûr. Savez-vous à quel point ils sont vraiment lâches? Ouais, sourit Marie tendue. Je n'ai plus d'argent. J'ai pris un transfert intouchable pour l'appartement de ma grand-mère, que j'utilise pour payer cet endroit. Si j'engloutis cet argent, je n'aurai rien à payer au propriétaire ici très bientôt. Le mois prochain déjà. Et Anthony sait comment est l'argent, et il s'en fiche. Qu'avez-vous décidé avec le bébé? Hélène a demandé prudemment. Je ne sais pas quoi décider. Je me nourrirai, sans aucun doute, mais le bébé, comment, de quoi allons-nous vivre quand il naîtra et que je ne pourrai pas encore travailler? Je n'ai personne. Je n'ai même personne vers qui venir, pour demander à garder les enfants pendant que je travaille, et je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Ne me regarde pas comme ça, je peux pas, c'est tout. Je pense que ce serait encore pire à l'époque qu'aujourd'hui. Hélène a fait le tour de la cuisine, a regardé dans les pots à épices pour une raison quelconque et a dit. Si votre fluage ne se manifeste pas, vous pouvez toujours rentrer chez vous. Au moins, il y a toutes ces tantes là-bas qui étaient amies avec ta grand-mère là-bas pour t'aider. Mais c'est un dernier recours pour rentrer sans un sou. Vous avez très peu de temps. Tu pourrais trouver un travail ici à Chicago. Idéalement officiel, bien sûr, avec congé de maternité et tout. Les employeurs n'aiment pas ça. Quand tout est clair, ils disent que vous avez obtenu le travail exprès. Mais ils ont leur propre vérité, vous avez la vôtre. Tu as besoin de vivre, et ils s'en fichent. Mais avec votre profession et aucune expérience, cela peut ne pas fonctionner de cette façon. Donc, vous devez avoir quelque chose sur quoi vous rabattre. Je t'achèterai toujours un repas et te nourrirai. Si vous ne dépensez pas votre chèque de paie, économisez de l'argent ici et retournez dans votre ville avec un peu d'argent pour la première fois. Ou peut-être aurez-vous la chance de trouver quelque chose de décent. Ensuite, vous pouvez rester à Chicago comme vous le souhaitez. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ferais si j'étais toi. Travaille d'abord, et ensuite on verra. Marie pensait qu'elle le ferait aussi. Dès qu'elle l'a fait, son téléphone portable a sonné une demi-heure plus tard. C'était Kristen de l'Orchidée. Marie, salut. Écoute, je ne te le dirai pas au téléphone, mais je pense que j'ai quelque chose pour toi. Notre Denis veut vous jeter un coup d'œil. Il a dit qu'il serait chez le concessionnaire à 3h cet après-midi, alors venez. C'est devenu un petit Pandrouché, mais soudain il y eut une faiblesse incompréhensible, comme si toute la force s'était soudainement envolée quelque part en un instant. Marie a même eu un peu peur et a décidé de ne pas rentrer chez elle, mais d'abord chez Hélène pour lui annoncer la nouvelle. Elle était heureuse pour elle, mais s'émerveillait de sa pâleur. Hélène secoua la tête pensivement. Je ne veux pas t'effrayer. Il est préférable de tester tout de suite et d'écarter l'hypothèse. J'ai un test qui traîne quelque part dans mon armoire à pharmacie. Quel genre de test? Je ne comprends pas, Marie. Es-tu sûre à 100% que tu ne peux pas être enceinte? Alors je suis jaloux. Hélène a agité ses mains. Tu penses qu'on vient du milieu de nulle part? Marie sourit. Bien sûr qu'on utilise la protection. Je crois chaque mot que tu dis, hocha la tête Hélène. Quand les gens me disent à quel point Bruno est beau, je dis, qu'est-ce que tu veux? C'est vérifié électroniquement. Nous avions prévu pour plus tard,
dans 5 ans. Mais il l'a fait à sa façon. Ici, j'ai trouvé un test, et ne pense pas à toutes les choses horribles à l'avance, peut-être qu'il n'y a rien. Ou peut-être qu'il y en a, mais tout ira bien. Pourquoi n'avait-elle pas pensé à demander à Hélène comment annoncer la meilleure nouvelle? Faire allusion est un peu idiot. Ça doit être direct. Seulement au bon moment, pas sur le pas de la porte, mais quand Anthony avait dîné et se reposait un peu. Marie attendit jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand les lumières se sont éteintes, elle a chuchoté dans un demi-murmure. Anthony, je suis enceinte. Tu es sûr? Les odeurs dans le salon de coiffure m'ont rendu malade. Hélène m'a fait un test et il a montré 2 rayures. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Anthony s'est allongé paisiblement. Tu sais que je ne reconnais pas ces blagues stupides. Je suis sérieux. Hélène m'a dit que leur Bruno s'était présenté de la même manière, malgré les mesures. Ce n'est pas si rare. Aucune méthode ne peut être totalement fiable à 100%. Marie ne savait pas quoi dire ensuite. Elle se tut, et il y eut un silence. Seule l'horloge de sa grand-mère tournait sur le mur. Pourquoi Anthony était-il silencieux aussi? Rassemble-t-il ses pensées? Maintenant, il la serrait dans ses bras, lui disait, « N'aie pas peur, nous élèverons l'enfant. J'ai trouvé le problème. Je vais le résoudre. » Il devait s'écouler une demi-heure avant que Marie ne décide de parler à nouveau. « Anthony, j'ai peur quand tu ne dis rien. Je ne veux pas dire que c'est de ta faute. Alors pourquoi ne pas aller chez le médecin demain et savoir combien ça coûte de le sortir rapidement? Et je te donnerai tout ce dont tu as besoin de mes économies. » Elle a entendu une voix complètement étrangère. Marie tendit une main frissonnante et gelée au-dessus de sa tête, chercha l'interrupteur de l'applique murale et alluma la lumière, comme si elle voulait s'assurer que c'était bien son Anthony. C'était lui. Et il s'abrita de la lumière avec sa main. « Eh bien, qu'as-tu décidé de me faire d'autre? Eh bien, tu n'es pas hystérique. Tu vas me dire que tu veux un bébé? Mais c'est absurde. Pourquoi en avons-nous besoin, surtout maintenant? » Marie essaya d'attirer son attention, mais il la repoussa avec la paume de sa main et courba la bouche tristement. Sa capacité à parler lui est soudainement revenue. « Je ne voulais personne. Parce que je n'y ai pas pensé. Je peux pas avorter. S'il y a déjà un enfant, j'adorerais. Ma grand-mère m'a dit que mon père était heureux quand il a appris que je venais. Même si lui et ma mère n'avaient rien à l'époque, il l'aimait beaucoup. Alors il a tout de suite aimé leur bébé. Je veux dire moi. Bien sûr, ton père est le noble chevalier et je suis le scélérat. Avez-vous déjà pensé qu'il espérait faire la paix avec la famille de sa riche épouse en ayant un enfant? Non. C'est la vie, bébé. » Marie glissa silencieusement ses pieds dans ses tongs, entra dans la cuisine et pleura, posant sa tête sur la table. Que son père comptait dessus ou non, il ne pouvait toujours pas dire, range ça rapidement. Elle sait qu'il ne pourrait pas. Elle avait l'habitude de porter une petite photo de lui derrière la couverture de son passeport. Là, Henri et Emma sont accroupis, tenant les poignets des 2 côtés d'une petite fille en combinaison cramoisie. Arrête de gémir, elle entendit une voix de bonne humeur au-dessus d'elle. Va dormir, demain, si tu as peur toi-même, je t'emmène chez le médecin. Eh bien, je suis désolé pour ça. Bientôt, vous ne vous en souviendrez même plus. Je ne vais pas me débarrasser du bébé. Bien sûr que tu es pour créer de la pauvreté. J'aurais pu deviner ça quand tu ramassais des chats errants avec des chatons. Seulement je ne suis pas un vagabond. Marie l'interrompit doucement. Écoute, laisse-toi dormir, calme-toi, et le matin on parlera intelligemment. Je suis au travail fatigué comme un chien, et ici à la maison série brésilienne. Si tu veux parler sans drame, appelle-moi. Marie regarda en silence Anthony ratisser les étagères sans regarder et jeter ses sous-vêtements et ses vêtements dans un sac de sport. Ne vous inquiétez pas, il jouera au loup libre, se calmera et reviendra. Il demandera pardon. L'essentiel est de prétendre que vous êtes mortellement offensé et convaincu que vous vous en tirerez très bien sans lui, exhorta Hélène et admonesta Maga. Je n'ai pas besoin de faire semblant, je m'entendrai très bien sans lui, sinon bien alors terrible, je devrais encore m'entendre d'une manière ou d'une autre. Assura tristement Marie. Eh bien, de quoi vous plaignez-vous? Hélène a continué à la réconforter, pas très confiante. Marie l'interrompit, je suis désolé, tu es la meilleure. Mais tu n'as besoin de rien de tout ça.
Il n'a pas besoin de moi. Je l'ai vu hier soir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Non, quand j'étais à portée de main, il avait besoin de moi. Tante Zoé avait raison. Si je n'avais pas l'argent du loyer de ma grand-mère, il ne m'aurait pas amené ici. Il serait parti seul, aurait promis de revenir pour moi et aurait disparu. Il est un tel et parti maintenant. Marie n'a pas pu le supporter et a fondu en larmes à nouveau. Pleurer et en colère contre elle-même pour avoir pleuré, pour ne pas pouvoir s'attarder. C'était comme si Hélène avait lu dans ses pensées. C'est vrai. Ne sois pas timide avec moi, pleure autant que tu en as besoin pour qu'on se calme plus vite. Je sais de quoi je parle. Nous, les imbéciles, croyons que nous sommes aimés, qu'ils prendront soin de nous. Parfois, nous avons la chance de ne pas nous tromper, et souvent non. Anthony n'est pas revenu. Calmant, si vous pouviez appeler son état calme et confus, Marie a réfléchi et s'est rendu compte qu'il ne restait plus rien dans l'appartement pour qu'il revienne. Toutes les petites choses qu'ils avaient réussi à acheter dans la maison n'avaient d'importance que pour Marie elle-même. Anthony avait pris ses vêtements. Avait-il si peur d'un enfant qu'il était prêt à sacrifier son confort pour vivre avec un seul ami? Marie a enduré une semaine et a finalement composé son numéro. Le téléphone de l'abonné est éteint ou hors de portée. Peut-être devrions-nous aller le voir au travail après tout, raisonna Hélène à haute voix, à qui la confusion était passée. Tu veux que je demande à Jacques? Il ne dira pas non. C'est un tel bavard, ce n'est pas difficile pour lui de parler d'homme à homme. Découvrez au moins comment votre Anthony est en phase. Magu leva les yeux vers elle. Elle avait perdu du poids, son visage était vidé et ses yeux vert brun anxieux semblaient énormes sur lui. Peut-être qu'il n'est pas encore sûr. Savez-vous à quel point ils sont vraiment lâches? Ouais, sourit Marie tendue. Je n'ai plus d'argent. J'ai pris un transfert intouchable pour l'appartement de ma grand-mère, que j'utilise pour payer cet endroit. Si j'engloutis cet argent, je n'aurai rien à payer au propriétaire ici très bientôt. Le mois prochain déjà. Et Anthony sait comment est l'argent, et il s'en fiche. Qu'avez-vous décidé avec le bébé? Hélène a demandé prudemment. Je ne sais pas quoi décider. Je me nourrirai, sans aucun doute, mais le bébé, comment, de quoi allons-nous vivre quand il naîtra et que je ne pourrai pas encore travailler? Je n'ai personne. Je n'ai même personne vers qui venir, pour demander à garder les enfants pendant que je travaille, et je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Ne me regarde pas comme ça, je peux pas, c'est tout. Je pense que ce serait encore pire à l'époque qu'aujourd'hui. Hélène a fait le tour de la cuisine, a regardé dans les pots à épices pour une raison quelconque et a dit. Si votre fluage ne se manifeste pas, vous pouvez toujours rentrer chez vous. Au moins, il y a toutes ces tantes là-bas qui étaient amies avec ta grand-mère là-bas pour t'aider. Mais c'est un dernier recours pour rentrer sans un sou. Vous avez très peu de temps. Tu pourrais trouver un travail ici à Chicago. Idéalement officiel, bien sûr, avec congé de maternité et tout. Les employeurs n'aiment pas ça. Quand tout est clair, ils disent que vous avez obtenu le travail exprès. Mais ils ont leur propre vérité, vous avez la vôtre. Tu as besoin de vivre, et ils s'en fichent. Mais avec votre profession et aucune expérience, cela peut ne pas fonctionner de cette façon. Donc, vous devez avoir quelque chose sur quoi vous rabattre. Je t'achèterai toujours un repas et te nourrirai. Si vous ne dépensez pas votre chèque de paie, économisez de l'argent ici et retournez dans votre ville avec un peu d'argent pour la première fois. Ou peut-être aurez-vous la chance de trouver quelque chose de décent. Ensuite, vous pouvez rester à Chicago comme vous le souhaitez. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ferais si j'étais toi. Travaille d'abord, et ensuite on verra. Marie pensait qu'elle le ferait aussi. Dès qu'elle l'a fait, son téléphone portable a sonné une demi-heure plus tard. C'était Kristen de l'Orchidée. Marie, salut. Écoute, je ne te le dirai pas au téléphone, mais je pense que j'ai quelque chose pour toi. Notre Denis veut vous jeter un coup d'œil. Il a dit qu'il serait chez le concessionnaire à 3h cet après-midi, alors venez. Laisse Andrew lui dire honnêtement que c'est ta situation. C'est probablement la bonne chose à faire. Laissez-le décider par lui-même. Marie hocha la tête. Même Jacques voulait l'aider. Elle avait pensé qu'il la détestait pour être souvent là. Ça n'avait pas de sens. Je ne pense pas que ça va marcher, mais tu dois dire merci et faire semblant d'espérer. Alors elle l'a fait. Jacques est allé voir son Andrew.
Hélène expira bruyamment et suggéra, prenons une tarte aux cerises pour la nuit. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez l'avoir une fois. Allez jeter un coup d'œil, vous n'avez rien à perdre. Regardez bien le propriétaire. Rusé, bien sûr, le vieil homme, au lieu d'embaucher une femme de ménage pour un salaire, cherche un locataire qui effectuera les mêmes tâches pour une chambre. Ne soyez pas timide, demandez simplement directement ce que vous devrez faire exactement. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'il est plus facile de louer une chambre pour de l'argent que de tout faire tous les jours. Pour être honnête, je ne pouvais pas le faire. Il y a 1 million de raisons de s'en prendre à vous. Mais tu dois encore le voir. Lors de son premier jour de congé, Jacques a emmené Marie rencontrer son grand-père, qui louait une chambre. Selon lui, le grand-père n'était pas du tout confus par l'histoire de Marie. Il n'a même rien demandé. Hélène avait prévu de contacter son mari et son ami, pensant à une bonne excuse pour se promener avec l'enfant à la campagne. Mais Bruno était malade et grincheux, et il n'avait pas le temps de se promener. Marie a imaginé pour une raison quelconque une grande maison en bois dans une clairière, comme les domaines des marchands des films sur l'ancienne vie. Mais la maison s'est avérée être en briques, également recouverte de pierres sans flash, mais très élégante et belle. Il était entouré d'un petit jardin, de quelques pommiers et cerisiers sans aucune trace de plate-bande et de parterre de fleurs. Ceci et à travers la clôture pouvaient être vus à la fois. La clôture n'était pas un mur de briques vierges, mais un mur de métal rusé. La porte gracieuse était entr'ouverte, mais Jacques était trop timide pour entrer et a appelé sur son téléphone portable. « J'ai une fille Marie ici pour voir une chambre. »« Oh, eh bien, allons à l'intérieur, Marie. » Alors qu'ils descendaient le chemin pavé de pierre, ils se sont approchés de la maison. La porte d'entrée s'ouvrit et sur le seuil apparut le propriétaire lui-même, tenant par le collier un grand chien blanc très hirsute. Sous sa frange, il scruta Mago et Jacques. Pour se rendre compte que le propriétaire avait déjà bien plus de 70 ans, il fallait regarder attentivement son visage. Recouvert d'une grille de rides, ou profonde et nette, ou plus fine et plus petite. Son regard était vif et vif, pas sénile. Mais ses rayons adoucissaient la ride de ses yeux. Pas mal, expira doucement Marie. Et si vous ne regardiez pas le visage, il n'y a aucun moyen que vous pensiez que l'homme était un vieil homme maintenant. Sa posture était celle d'un homme d'âge moyen, avec une silhouette décharnée, il n'y avait aucune trace de décrépitude. Des cheveux argentés parfaitement gris ont été coupés très courts et une barbe soignée. De la même manière, Grégoire les a invités dans la maison. Si respectable à l'extérieur, la maison était confortable, mais un peu inhabituelle à l'intérieur. Bien sûr, il était évident d'après les nombreux signes que la main d'une femme n'était pas là depuis longtemps, bien que le propriétaire ait évidemment gardé la maison en ordre. Mais l'essentiel était que c'était comme si plusieurs fois différentes s'étaient rassemblées dans la maison. Les meubles étaient si différents, même les couvre-lits et les rideaux. Dans le couloir spacieux au premier étage du XXIe siècle, et dans le salon comme au XIXe. Il était clair même pour Marie que les meubles étaient anciens. Elle réalisa, ça doit être impoli de tout regarder si intensément. Jacques, à la suggestion de son hôte, s'assit sur le bord du canapé des invités et resta modestement silencieux. « Veux-tu voir ta chambre tout de suite, Marie ?» demanda Grégory. « Avez-vous déjà décidé que je suis le bon locataire pour vous ?» Marie était surprise et confuse. « As-tu déjà décidé que je ne te convenais pas ?» Harry le propriétaire. « Ne sois pas si prompt à juger. Voyons la chambre. C'est juste ici au premier étage. Je dîne moi-même au deuxième étage. Il y a un bureau et une chambre. Le reste de l'espace est abandonné. C'est juste une vieille archive qui est entassée. J'ai fait le tri, mais c'est un peu léger. Si vous souhaitez me tenir compagnie, je vous en serai sincèrement reconnaissant. Bien sûr, si cela vous intéresse. Entre, Marie. Une chambre carrée donnant sur une fenêtre dans un coin douillet du jardin. Cela semblait très chaleureux et confortable, même si parmi les meubles il n'y avait qu'une vieille commode vide, une petite table avec un miroir et un lit. Nous trouverons un placard pour les tenues, a assuré le propriétaire. Les rideaux, si vous ne les aimez pas, changez-les. L'essentiel est de ne pas abattre les murs porteurs, et le reste est négociable, résoluble. J'aime la chambre. Vous venez de me parler de toutes vos conditions à la fois en détail. Tu as dit que tu louais l'endroit pour de l'aide ménagère. Et je veux savoir quels seront mes devoirs. Je suis consciencieux. Mais tu sais que j'ai quelques difficultés.
Quelle fille professionnelle tu es, sourit le propriétaire. Vos difficultés, comme vous le dites, ne m'interfèrent pas. Cela peut sembler étrange ce que je vais vous dire, mais essayez de comprendre. Je sais que tu n'as personne. Je n'ai personne non plus. Je pourrais m'engager une femme de ménage professionnelle et en avoir embauché plus, mais je ne veux pas d'un domestique professionnel étranger inconfortable dans la maison. Je n'ai pas besoin que la maison soit parfaitement nettoyée, comme pour un magazine. Et j'ai besoin d'être servi comme un hôtel de luxe. J'ai besoin d'une personne vivante dans la maison. Je t'aime beaucoup. Je n'aime pas tout le monde. Pas de sectarisme dans la maison. C'est tout pareil. Que ferais-tu si j'étais ton père ou ton grand-père vivant sous le même toit que toi? Un peu à la fois, selon votre humeur. De peur que vous n'en doutiez, ce n'est pas de la charité. Ce genre de travail vaut à peu près le prix d'une maison. Si vous pouvez aider avec les archives, ce serait la chose la plus merveilleuse. Je te paierai comme une secrétaire pour ça. Marie avait une idée très différente de ce que ce serait de parler au propriétaire. Il semblait suspect que tout se passe si bien. Eh bien, elle découvrira probablement les pièges plus tard. Quand peut-on emménager? Si votre ami, Constantin, accepte de faire des allers-retours pour vos affaires, alors même aujourd'hui, partez, je vous donnerai de l'argent pour passer, nous acheter quelque chose pour le dîner, pour fêter la pendaison de crémaillère. Oui, je préparerai le dîner, promit Marie. Allons demander à Jacques. Il s'avère que l'archive n'est pas poussiéreuse et ennuyeuse, ne vous rend pas somnole. Document une chose très intéressante, comme si vous lisiez un script. Seulement tout était réel. Surtout les journaux intimes. Ils sont comme vivants, comme des livres magiques. Quand il n'y avait pas d'ordinateur et que tout le monde n'avait pas de machine à écrire, et seulement au travail, les gens écrivaient simplement leurs pensées avec un stylo sur du papier, et la vie elle-même n'était pas plus facile qu'elle ne l'est maintenant. Comme l'a dit Grégory, non, il y a beaucoup de bonnes choses maintenant, mais ce serait mieux si les bonnes vieilles choses restaient. C'était très intéressant avec lui en général. Hélène craignait que Marie s'ennuie avec son vieux grand-père et lui a demandé de venir leur rendre visite plus souvent le week-end. Marie était heureuse de venir et s'est promenée en ville avec elle plusieurs fois. Et puis elle était tout aussi heureuse de revenir. Oh, d'accord, mes lapins, je dois rentrer à la maison, a-t-elle déclaré samedi dernier et a elle-même été surprise. Elle considérait déjà cette maison et la petite pièce qui s'y trouvait comme sa vraie maison, celle dans laquelle elle avait vécu il y a longtemps, et c'était comme si l'horloge de mamie était toujours accrochée au mur en face de son lit où Grégory l'avait accrochée. Ne pas s'en prendre à toi, grand-père? Eh bien, à propos de la variété du menu, ou que vous mettez les choses au mauvais endroit lors du nettoyage, que vous n'êtes pas assez soigné ou paresseux. Quel genre de plainte un grand-père peut-il avoir? Probablement comme mon Jacques, seulement 2 fois plus à cause de l'âge. Pour être honnête, j'ai du mal à imaginer Grégory comme un vieil homme pointilleux, Harry Marie. En l'occurrence, je ne fais rien de lourd du tout, juste des trucs basiques, les mêmes trucs que je faisais quand je vivais avec ma grand-mère. Dîner, nettoyage simple. Et Grégory m'enlève mes produits de nettoyage. S'il pense que je devrais être fatigué maintenant, il me gâte toujours avec des friandises. Il dit qu'il l'a acheté pour lui-même, mais il le touche à peine. Hélène, c'est un grand-père atypique. Il y avait une telle histoire. Il y vivait un ancien professeur émérite, inventait diverses innovations pour l'industrie soviétique et pour l'armée. Et il avait 2 étudiants préférés, qui travaillaient tous les 2 avec lui depuis de nombreuses années. Et peu de temps avant les années 90, il a commencé un projet sérieux et avait très bon espoir de le faire avancer. L'un de ses étudiants travaillait avec lui sur la partie technique du projet, et l'autre, plus persuasif et douteux, passait par toutes sortes d'autorités pour obtenir des financements ou des permis. Pour moi, ces travaux scientifiques techniques juste une forêt sombre. Je n'ai réalisé qu'une chose à leur sujet, ils sont très longs, et le résultat n'est pas toujours celui que l'on attend. Et donc, pendant que ses compagnons travaillaient, le financement s'est épuisé et le pays était en crise, bientôt il n'y aura plus rien à manger, on ne sait pas qui paiera le travail, en général, même si vous emportez tout ce qui a de la valeur de la maison au prêteur sur gage. Et quand tout fut prêt, l'un des apprentis compagnons disparut. Celui avec le sac de boxe, devina Hélène, a emporté tous les développements avec lui et a décollé. C'est de ça qu'il s'agissait. Ouais, c'est ce que c'était. Il est parti, a breveté une invention là-bas, dans un autre pays, et a pourvu à ses besoins et à ceux de ses enfants pour le reste de sa vie.
et le professeur a failli avoir un accident vasculaire cérébral. Il a été malade pendant longtemps, a à peine survécu, et quand il s'est remis sur pied, sa femme l'a également emmené en France, l'a persuadé. Elle avait un parent proche vivant là-bas et s'est très bien mariée. L'autre étudiant est resté ici à Chicago. Au début, il pensait qu'il allait se saouler, mais d'une manière ou d'une autre, tout a fonctionné. Le talent, ça trouve une faille. Il a rencontré le bon homme d'affaires, mais un homme très intelligent. Il a commencé à travailler pour cet homme, toute une production lui a été pensée et a gagné beaucoup d'argent dans les années 90, puis a également reçu un héritage de France. Il s'avère que son ami préféré, un professeur, a quand même réussi à y travailler, mais pour lui-même. Et le professeur n'avait pas d'enfant. Il a écrit un tel testament, la moitié de la propriété à sa femme, l'autre moitié à son étudiant et collègue Grégory, où j'habite. Cette vieille archive, que nous parcourons maintenant, est celle du professeur. Grégory l'a emportée partout avec lui, puisqu'il lui a également laissé son nom de famille. Les meubles anciens lui ont été laissés. Le professeur et sa femme auraient pu le vendre avant de partir. Ce n'est pas bon marché, mais le professeur voulait laisser au moins quelque chose de précieux en souvenir de lui-même à son élève. Il sentait qu'il l'avait laissé tomber avec ses gains et sa reconnaissance. Alors quand Grégory a acheté la maison, il a tout emménagé, et maintenant il vit entouré de ses souvenirs. Il veut démanteler les archives, comme il doit à son professeur que quelqu'un ici se souvienne de lui. Écoute, pourquoi ton Grégoire, s'il n'y a pas d'héritier autour d'un grand-père aussi riche, alors il n'y a vraiment personne. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui si aucune tante ne l'a accueilli. Il n'en parle pas du tout. Je ne demande pas. Peut-être que s'il me demandait quelque chose de personnel, je lui demanderais, mais il ne me le demande pas non plus. Je pense qu'il est embarrassé. Il est si bien élevé qu'il ne se mêle pas des affaires des autres. Oui, les intellectuels sont compliqués, confirma Hélène d'un air connaisseur, comme si elle parlait au professeur tous les jours. Bien que, peut-être, au contraire, il soit plus facile de vivre comme ça, si toutes ces règles sont respectées. Je ne ferai pas de prédiction, pour ne pas le blesser, mais jusqu'à présent, vous semblez avoir de la chance, vous avez même meilleure mine, même si vous creusez dans des archives poussiéreuses. Écoute, je ne suis pas intellectuel, je vais te demander. Avez-vous des nouvelles d'Anthony? Hélène, je serai la première à te le dire. Je n'ai personne à Chicago à part toi, Jacques et Grégory. Grégory oublie rarement quoi que ce soit, et maintenant il s'est porté volontaire pour aider Marie à éplucher des pommes pour Hélène, et il s'avère qu'il a laissé ses lunettes au bureau, probablement sur le bureau ou sur le clavier de son ordinateur portable. Je serai juste là. Allez, je vais courir en moi-même, je veux monter les escaliers en courant. Marie n'était venue au bureau que quelques fois. C'était le diocèse de Grégoire, comme il l'a dit, et il l'a rangé lui-même, en laissant un désordre confortable, non sans logique. De temps en temps, il faisait un petit réarrangement, échangeant des livres sur les étagères ou des statuettes du bureau au sol et vice-versa. Maintenant, sur son bureau antique à côté de son ordinateur portable, en plus de ses lunettes, il y avait un échiquier avec des échecs jasques et une petite photo dans un cadre en bois fin. Marie n'avait jamais remarqué d'image dans l'étude auparavant, du moins pas visible place point in la photo amateur en noir et blanc, une petite fille avec 2 queues de cheval sur le dessus de la tête est allongée sur le sable dans les vagues, riant et étreignant un grand ballon gonflable rayé. Marie se souvient très bien de chaque détail de cette photo. Elle a le même dans son sac à dos, dans le même dossier avec son passeport, son diplôme et plusieurs photos coûteuses. Grégory, la photo de la fille en mer, où l'as-tu eue? Demanda Marie, oubliant sa timidité dès qu'elle descendit à la cuisine et tendit ses lunettes au propriétaire. J'ai pris cette photo. J'étais dans la photographie, a répondu Grégory, regardant anxieusement le visage de Marie comme s'il écoutait son humeur étrange. C'est ma fille, Emma. Je porte la même photo avec moi. Il est venu ici avec moi. C'est ma mère, Emma. S'il avait retrouvé sa fille à temps, il y aurait eu quelqu'un pour la soutenir lorsque sa mère l'a renvoyée parce que son Emma avait choisi un mari défavorable, et sa petite fille Marie aurait eu quelqu'un à soutenir, et son gendre. Peut-être que sa seule vraie grand-mère serait encore en vie, si son cœur avait payé pour un traitement sérieux. Mais l'histoire ne supporte pas l'humeur subjonctive, comme le disait son professeur et collègue, maintenant nous devons vivre et vivre longtemps, car bientôt il y aura un autre locataire dans la maison, qui devra être pris en charge pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il puisse prendre soin de lui-même. Et il est facile et agréable de vivre longtemps,
facile et agréable quand on a quelqu'un pour qui vivre. La voix d'Hélène était tendue, et elle n'avait pas appelé le soir comme d'habitude, mais à l'heure du déjeuner. Marie, ça te dérangerait si je passais directement chez toi après le travail aujourd'hui? Oh, rien ne va, tout va bien. Juste d'humeur à vous voir et à discuter. Il y a quelques petites choses que je dois te dire. Oui, viens, bien sûr. Surtout depuis que grand-père va à une réunion de classe à l'institut et qu'il s'inquiète qu'on soit seul si longtemps. Et si on a besoin de quelque chose en son absence et qu'il n'est pas là? Je vais au moins le rassurer qu'il ne nous manquera pas. Oh, génial. Compte tenu de tout le trafic, je serai chez vous à 20h00, a promis Hélène. Marie a envoyé grand-père dans un costume mouillé de couleur asphalte, a attaché sa cravate, a approuvé son image de gentleman et l'a escorté à la réunion. Elle fit un long signe de la main après le taxi. Quand elle revint à la maison, elle habilla Emma et sortit dans le jardin avec elle. Dans le coin le plus ensoleillé sous un pommier, imperceptible de la route, ils avaient installé un véritable nid. Là, le grand-père avait accroché un cocon pour Emma. Il semblait à Marie que sa fille adorait s'allonger là et regarder les lapins du soleil jouer dans les feuilles de pommier. Elle fredonna quelque chose doucement et de manière amusante dans sa propre langue, puis s'endormit et dormit profondément. Quels que soient les sons provenant de la route, le chien intelligent, qui savait ne pas aboyer maintenant, était assis à proximité et respirait bruyamment. Là aussi, à bout de bras, se tenait une petite table de jardin élégante et 2 fauteuils. Elle va avoir une belle voix, rit grand-père dans un murmure, levant son index vers le ciel. Et elle n'est pas allée à l'opéra et à l'opérette pour rien. Lorsque la ville et la nature sont devenues particulièrement mornes en octobre, grand-père a imaginé un divertissement pour Marie. Quel genre de théâtre aimait-elle? Marie ne savait pas lesquels, ni si elle les aimait du tout. D'une certaine manière, je n'ai pas encore dû y être, a-t-elle admis sans timidité, nous n'avions rien dans notre ville à part la maison de la culture. Et là, je n'ai pas eu le temps. Ils y apportaient parfois des pièces de théâtre, mais cela ne m'intéressait jamais particulièrement. Je vois. Qu'est-ce qui aurait été intéressant? Grand-père a continué. J'aime la musique, a avoué Marie, pas électronique, pour le disco, mais de la belle musique qui est bonne pour penser ou se souvenir de quelque chose. Et le grand-père a pris un abonnement au théâtre, et il était tellement fasciné Marie que le grand-père aimait y passer du temps, et les mouvements du bébé qu'elle y ressentait pour la première fois. L'échographie a montré que c'était une fille. Marie le savait avec certitude, une fille écoute de la musique avec elle, s'évanouit pendant les airs d'opéra et chante avec elle. Vous pouvez dire que j'invente, mais Emma a le plus aimé, Reine de pique, Marie a partagé une fois avec son grand-père. Il a regardé étrangement et est resté silencieux pendant environ 5 minutes, comme un sourd-muet, comme s'il se parlait à lui-même, mais ne pouvait pas le dire à haute voix. Seuls ses yeux brillaient. Ce n'est qu'alors que Marie s'est rendue compte qu'elle ne lui avait pas dit comment elle avait décidé de nommer sa fille tout de suite, comme elle l'avait déjà appelée. Emma est née en février. Dans un blizzard venteux, dans la nuit. Avec des ballons et des fleurs, 3 personnes les ont accueillis de la maternité, grand-père et Hélène et Jacques. Jacques les a conduits à la maison, et ce n'est que lorsque les amis sont partis après un petit buffet que grand-père s'est assis en face de Marie et a demandé. Peut-être avez-vous fait savoir au père d'Emma qu'elle était née après tout? Qu'en penses-tu? Grand-père, ça fait tellement longtemps que tu n'as rien demandé à son sujet. Je pensais que tu ne le ferais jamais. Tu ne veux rien savoir de lui? Je viens de voir que tu ne voulais pas parler de lui. Et maintenant c'est ce genre de journée. Peut-être que tu verras les choses différemment maintenant. C'est le problème avec des gens comme toi que tu juges les autres par ton propre jugement, objecta Marie. Tu as raison à certains égards, mais n'oublie pas que je suis vieux. J'ai appris quelques petites choses et surmonté ma naïveté. Mets-moi au courant, au moins brièvement, pendant que notre fille dort. Et Marie l'a fait. À sa grande surprise, ce n'était pas du tout difficile pour elle de parler d'Anthony à son grand-père et de la facilité avec laquelle il l'avait quitté, comme s'il racontait un film ou déni. Cela n'avait plus la moindre pertinence pour elle. Elle a une vie différente avec d'autres personnes en charge. Grand-père était d'accord avec Marie. Tous ceux qui devaient être au courant de la naissance d'Emma avaient déjà été avertis. Il s'est avéré que Marie pensait seulement que le passé récent s'était complètement évaporé. Elle a été contactée par Hélène. Nous avons eu une fête d'entreprise, un groupe de personnes purement féminines, et la conversation s'est tournée vers la difficulté d'élever un enfant seul.
J'ai raconté votre histoire sur la façon dont vous avez retrouvé votre grand-père, en disant que les choses ne sont pas toujours si mauvaises. Je n'ai même pas dit ton nom, mais je leur ai dit que tu étais mon ami. Les filles ont été surprises, heureuses pour vous et votre fille, et se sont réjouies. Il semblerait que ce soit la fin. Un jour plus tard, le dimanche, la sonnette retentit. Il y a votre ex sur le pas de la porte, qui vous cherche anxieusement. Je l'ai laissé entrer. Ou plutôt, j'étais juste confus par surprise et j'ai oublié que je devais refuser le rustre. J'ai dit, quel phénomène. Puis il m'a commencé clairement sur le script préparé pour lui, il comprend que je le considère comme un scélérat, il est tout à fait d'accord, c'est un scélérat, mais seulement réaliser tout, et ainsi de suite dans le même style. J'ai probablement regardé quelques émissions comme guide. Je m'assois, hochant la tête, faisant semblant d'être touché par ses remords, il me chante qu'il se serait excusé auprès de vous il y a longtemps, si vous n'aviez pas changé de numéro de téléphone et de lieu de résidence. Il a perdu ta trace, tu vois. Et il n'osait me le demander que maintenant. Il avait tellement honte de se montrer. J'étais trop paresseux pour lui poser des questions délicates. J'étais tellement dégoûté. Il pense que je suis un imbécile. Non, je ne prétends pas être une femme intelligente, mais pas à ce point. Je ne sais pas comment me débarrasser de lui. Jacques était en voyage de pêche avec Andrew, ce qui aurait été plus facile. Anthony a commencé à me supplier, donne-moi une adresse, donne-moi au moins un numéro de téléphone. Je lui ai dit que j'avais ma propre vie et mes propres affaires, je n'avais pas le temps de m'occuper de celles des autres. Nous n'avons pas parlé depuis longtemps, depuis que nous sommes séparés, nous étions juste voisins. Peut-être que Marie est rentrée à la maison. Pourquoi ne vas-tu pas dans ta ville s'il le faut? Et il ne m'a pas cru une seconde. Il a commencé à dire, ne me mens pas, je n'ai rien fait pour te blesser. Il est en colère et sur le point de me menacer, même si ce n'est pas bon pour lui. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas de morsure et Jacques est rentré tôt. Alors Jacques l'a mis dehors. Je lui ai parlé dehors et lui ai fait promettre de ne pas revenir. Hélène s'arrêta pour une longue gorgée de café glacé, tapota le garrot du chien et, sans attendre que Marie commente, continua. Je suis juste convaincu, je l'étais depuis le début, que son apparence avait quelque chose à voir avec mes bavardages. Et il a entendu parler de toi à la fête d'entreprise, que tu vivais bien, alors il a décidé de tenter sa chance et d'avoir un gros morceau. Ça ressemble à une grande ville. Dans des cas comme celui-ci, vous découvrez que c'est petit. Il s'avère que quelqu'un voit toujours quelque chose, entend quelque chose et le transmet à la mauvaise personne. Et je suis comptable, j'ai un service du personnel à proximité, je suis ami avec notre responsable du personnel. Je lui ai raconté la situation, je lui ai demandé de regarder dans les profils où travaillaient les maris de ces filles qui étaient assises avec nous dans l'entreprise et écoutaient mon histoire. Nous sommes entrés, nous l'avons regardé pendant un court instant. Seules 7 des filles étaient mariées. Et mon intuition était juste. Kate des Ventes a le lieu de travail de son mari sur son profil, tout comme votre Anthony. Tu as dit le nom, et je me souviens de choses comme ça. Tu te souviens quand on riait? C'est trop un match. N'ai-je pas mentionné que tu étais ma colocataire l'autre jour? Marie, je suis désolé, et gardez à l'esprit qu'il pourrait se présenter. Oh, allez. Marie sourit, essayant d'être aussi sereine que possible. Tu as fait un tel détective à partir de rien, même en allant dans les dossiers du personnel. Ce n'était pas de ta faute. Tu n'aurais rien pu prévoir, tu me l'as juste dit dans l'ambiance. J'ai toujours aimé entendre les histoires des autres filles aussi. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de mal avec ça. Si vous ne bavardez pas, ne dites pas de méchanceté dans votre dos et ne parlez que d'une personne, ce n'est pas grave. Merci infiniment de ne pas être en colère contre moi. Je comprendrais si tu étais en colère contre moi, vas-tu faire quelque chose à ce sujet? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas Marie. Fourrer mes affaires dans ma valise et s'enfuir quelque part. Personne n'est venu me voir. Même si Anthony découvre d'une manière ou d'une autre où j'habite, ce n'est pas comme s'il viendrait ici. Sauf si tu lui as dit que c'était un plan à 3. Peut-être qu'il imagine un manoir avec des colonnes, un système d'alarme, un bouton de panique et quelques gardes du corps sinistre. Ouais, je n'en ai pas parlé, expira Hélène avec un soupir de soulagement. Oh, j'ai même dit que tu avais un chien magnifique, un chien de berger. À propos, cette race est considérée comme imprévisible et agressive. Au fait, vous avez un système d'alarme, n'est-ce pas?
Grand-père est rentré chez lui animé, satisfait de la rencontre avec de vieux amis. Il plaisantait, racontait des histoires de ses camarades de classe, envoyait leurs salutations à sa petite-fille et à son arrière-petite-fille et annonçait qu'il lui avait manqué. Marie ne lui a pas parlé de l'incident avec le père de la fille. Pas bien, si seulement il prenait soin d'elle et d'Emma. Il a aussi besoin qu'on s'occupe de lui. Et il n'y a personne d'autre pour le faire qu'elle. Bien sûr, elle avait peur au début, mais juste un peu, et au début. Anthony n'est pas un méchant ou un cerveau criminel, mais un gars égoïste ordinaire. Rien à craindre du tout. Elle pensera à quelque chose s'il se montre. Un mois plus tard, Marie a presque oublié l'avertissement tant elle n'avait pas le temps de penser à des choses désagréables. Sa fille a grandi, déjà assise dans le berceau et la poussette, a essayé de s'asseoir même dans un doux cocon. Quand elle a vu le chien, elle était heureuse et lui a tendu les bras, essayant de les enfoncer dans sa fourrure hirsute. « Ne t'inquiète pas », la rassura grand-père avec confiance, il comprend parfaitement que c'est un chiot. Hélène venait presque tous les week-ends avec son fils, et parfois avec Jacques. Mais Marie a aussi eu une envie soudaine d'aller à Chicago. Grand-père était favorable. Le bébé a plus de 6 mois maintenant. Il est temps pour toi de sortir. Sortez avec Hélène, au moins juste un café d'été insouciant, les mamans ont aussi besoin de se reposer. Pourquoi ne pompez-vous pas votre lait et je me nourrirai très bien sans vous? Je lis tranquillement la littérature sur les enfants et contrôle tranquillement le processus de cultivation et d'éducation, sourit grand-père. Et Marie est allée chez Hélène. Ils ne se sont pas assis dans un café en plein air et se sont promenés dans le zoo, mais ils se sont quand même bien amusés. Ils ont parlé de venir ici avec Emma très bientôt et de lui montrer des animaux plus gros que des chiens de berger, ce qui serait intéressant. Ils ont parlé de quand Emma sera un peu plus âgée, Marie va ouvrir un petit salon de beauté. Grand-père veut l'aider à démarrer une entreprise qu'elle aime. Et ce serait génial si Hélène acceptait de faire la comptabilité là-bas. Ils ont fait des tours du zoo 3 fois. Bruno ne voulait pas partir. Quand nous avons réussi à le faire sortir, nous avons acheté de la glace et nous nous sommes assis sur un banc de parc avec lui. Marie prit une bouchée de la glace avec plaisir et entendit une voix familière à moitié. Oubliée sur le côté. Elle frissonna. Il lui semblait qu'Hélène l'avait fait aussi. Bruno courait dans les parterres de fleurs, mangeant sa glace en courant. Anthony sortit de l'ombre d'un arbre et se tint devant eux. « Marie, bonjour. »« Nous devons y aller, » se précipita Hélène, « nous sommes en retard, allons-y. » « J'écoute », les derniers mots aimablement indifférents étaient destinés à Anthony. « Où est notre fille ?» demanda-t-il en faisant une grimace inquiète. « Nous n'avons rien à nous, » expliqua paisiblement Marie. « Je suis désolé, si tu peux. J'ai besoin de toi, toi et ta fille. Il m'a juste fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Je ferai n'importe quoi pour toi. Si tu me laisses essayer de recommencer. Hélène t'a dit que je te cherchais, n'est-ce pas? » Hélène se tenait à l'écart près du parterre de fleurs et écoutait, ne s'éloignant même pas de Bruno qui sautait autour d'elle. Marie plissa légèrement le nez. Très théâtral. Je n'ai rien à te pardonner. C'était la bonne chose à faire. Merci pour ta fille. Elle est belle. Que veux-tu dire? Anthony a dit d'une voix étouffée, avec reproche et admiration à la fois. Je n'ai pas de rancune, Anthony. Et je ne déposerai pas de demande de pension alimentaire. Ne t'inquiète pas. Vous aurez toujours toutes vos économies. Marie, ne me fais pas ça. Tu n'aurais pas pu t'en remettre si vite. Je te connais. Ça n'aurait pas été toi. Les gens ne changent pas aussi vite. Et on a une fille, et tu ne me laisses même pas la regarder? Je sais que tu as trouvé ton grand-père, mais ce n'est pas le père. Je n'abandonne pas jusqu'à ce que tu me donnes une chance. Maintenant, il jouera l'homme macho qui a décidé de se battre pour son amour. Marie se leva du banc, contourna lentement Anthony, lui caressa légèrement l'épaule. Elle s'assura qu'il le prenait comme un bon signe, et dit de la même voix sûre, paisible et calme. Les gens changent et vite aussi, lorsque les circonstances les y obligent. Je sais que tu es au courant de mes changements financiers, donc tu ne te fais aucune illusion. Je suis content de ne pas être marié avec toi au moment où j'ai trouvé mon grand-père. Vous pouvez trouver une bien meilleure option avec un héritage, même avec un enfant. Encore un conseil. Si vous décidez de me chercher ou de chercher ma fille,
de quelque manière que ce soit pour me faire connaître moi-même, vous savez qui, quoi et comment dans les années 90 gagner, avec qui vous deviez communiquer. Les connaissances de mon grand-père, et maintenant de moi, correspondent. Mon grand-père doit beaucoup au réputé Monsieur Jacobson. Si ce nom signifie quelque chose pour toi. Des gens comme ça ne leur enlèvent pas leur protection sans raison. Vous pouvez toujours vous tourner vers eux pour vous débarrasser des nuisances indésirables comme vous, Anthony. Ce n'est rien de personnel, considérez cela comme un signe de pardon. Salope. Anthony expira avec colère dans son oreille et recula en titubant, juste au cas où. Il se retourna et traversa la pelouse en direction du zoo. Maintenant, il va disparaître de l'horizon, a déclaré Hélène. Écoute, je ne t'attendais pas. As-tu vraiment changé? J'ai senti que je n'étais pas seul au monde et j'ai changé. Je sais. Marie, qui est Jacobson? Tu ne m'as jamais parlé de lui. Est-il le gars pour qui ton grand-père a inventé les chaînes de production? Je ne connais même pas son nom. Je viens de l'inventer. Les passants se sont retournés, certains irrités, mais la plupart ont souri. Quel rire joyeux et contagieux de ces belles jeunes filles, et le bébé court autour d'elles si heureux. Jacques est venu les chercher, comme prévu. Oh! Je pouvais à peine traverser le trafic, il a expiré. Pouvez-vous imaginer, un oncle a sauté vers Andrew et moi pendant que nous pêchions et a commencé à prétendre avec une attitude pompeuse que nous avions pris sa place permanente. C'est la première fois que ça arrive. Et tu me connais, s'il avait demandé gentiment, on serait parti. Et tu irais voir Monsieur Jacobson, plaisanta Hélène. Qui diable est-ce? Aucune idée, on vient de l'inventer, il est censé être un puissant ami de mon grand-père. Oh, les filles, vous avez tellement grandi, avec des enfants, et vous plaisantez encore. Je dirai à mon grand-père que tu as inventé des connaissances douteuses. Le groupe de personnes, riant et souriant, a continué à marcher dans le parc.